Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public au cours duquel nous tenterons d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, Lucille Schmitz du comité de rédaction de la revue Esprit et Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps. Je vous rappelle que notre prochaine émission en public aura lieu à l'école alsacienne le 13 juin, qu'on peut encore s'inscrire sur WizEvent. Enfin, vous pouvez trouver l'adresse pour vous inscrire sur notre site, la rubrique émission en public, mais le nombre de participants sera évidemment limité, même si nous serons après la date fatidique du 9 juin. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro est intitulé « Qu'a fait la France au Rwanda ?» Il est ainsi introduit. La parution coup sur coup du rapport de la commission Duclerc, réunie à la demande du président Macron et de celui du cabinet d'avocats américain Muse, commandé par les autorités rwandaises, témoigne d'une volonté partagée par Paris et Kigali, s'entendre sur des faits et sur les responsabilités, afin de parvenir à une forme d'épilogue, pour reprendre les mots du président du Rwanda, Paul Kagame. Mais le dossier est loin d'être clos, en particulier pour savoir jusqu'à quel point les responsables sont aussi ou non coupables. Par ailleurs, le 1 publie ce trimestriel Zadig, dont la dernière livraison comporte un substantiel entretien avec le président de la République, Emmanuel Macron. C'est, en termes de presse, ce qu'on appelle un joli coup pour une petite publication au milieu de toutes les grosses. Dans le cours de nos badas, si c'est pour la culture, on a déjà donné, nous avons mis en ligne mercredi 26 un second entretien avec le comédien Emmanuel Noblet, qui a remporté un Molière pour son interprétation et son adaptation de Réparer les vivants de Maëlys de Kerangal. Il y raconte comment et à quel prix on se faufile dans la programmation du Off d'Avignon, comment on trouve un producteur, comment à partir d'un mois sur la scène du Rond-Point se déploient 302 représentations à travers la France, mais aussi à La Réunion, à l'île Maurice, à Madagascar, à Moscou, à Voronège, à Saint-Pétersbourg, à Samara, à Saratov, à New York, à Los Angeles, à Tunis, et comment réagissent les publics à cette histoire d'une transplantation cardiaque. Nous allons maintenant nous intéresser aux divisions interne aux différents partis, aux fractures partisanes, puisqu'à la veille des élections régionales, tandis que les Républicains et le Parti socialiste sont fragilisés de l'intérieur et sans véritable leader, la République en marche peine à s'affirmer sur le terrain local. Seul le MoDem, son allié à l'Assemblée nationale, est à la tête d'une liste commune en Centre-Val de Loire. 15 membres du gouvernement sont candidats, notamment dans les Hauts-de-France, avec des poids lourds comme le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Prise en tenaille par la République en marche et le Rassemblement national, la droite n'en finit pas de se déchirer sur les alliances locales de ses candidats. En Provence, Alpes-Côte d'Azur, les Républicains et les Marcheurs dansent le tango, fusion, irritation, convocation, séparation, conciliation, combinaison, recomposition, confusion. Ça rappelle que Georges Clemenceau disait de la danse argentine: on ne voit que des visages qui s'ennuient et des derrières qui s'amusent. Selon les estimations de l'IFOP en Provence-Côte d'Azur, la liste du Rassemblement national conduite par Thierry Mariani, ancien Les Républicains, recueillerait 31% des voix contre 27% pour Renaud Muselier. Dans le Grand Est, le président sortant, Les Républicains, Jean Rottner, ne souhaite pas prendre sur sa liste l'eurodéputée Nadine Morano, jugée trop droitière. En réponse, celle-ci annonce qu'elle refuse de voter pour ledit Jean Rottner et estime que la liste du Rassemblement national, je cite, n'incarne pas le fascisme, mais n'est pas d'extrême droite. La gauche aborde également les régionales en ordre dispersé. En dépit des appels au rassemblement, l'union n'aura pas lieu, en tout cas pas au premier tour, à l'exception des Hauts-de-France, où la liste menée par l'écologiste Karima Delli est la seule à réunir Parti socialiste, Parti communiste, Europe Écologie Les Verts
et France Insoumise. Lutte ouvrière présente sa propre liste dans chaque région métropolitaine. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, si Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste et le Parti Communiste font liste commune, ils n'ont pas obtenu le soutien de la France Insoumise. Partout ailleurs, les socialistes, les communistes, les Verts et les Insoumis présentent systématiquement 2, voire 3 listes différentes, avec le soutien à géométrie variable d'autres petites formations de gauche. Ce déchirement est particulièrement marqué dans les régions où la gauche est sortante et favorite, comme en Bretagne, où pas moins de 5 listes de gauche ou écologistes s'affrontent. Elles sont 4 en Centre-Val de Loire, en Bourgogne-Franche-Comté, en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Sur cette question, Lucille Schmitt. Oui, merci beaucoup Philippe. Il faut se rappeler d'abord qu'en 2015, au moment même d'ailleurs où la COP21 avait lieu à Paris, le Rassemblement national avait été assez nettement en tête en France des élections régionales. Et ce n'est que grâce au retrait de la gauche dans les Hauts-de-France et en région PACA que la droite avait pu gagner ces élections dans ces deux régions. La situation cette année est une situation au fond assez semblable sur le fait que le Rassemblement national est en très bonne situation et régulièrement premier ou deuxième dans l'ensemble des sondages sur le territoire national, sauf à l'exception notable de la Bretagne, de l'Île-de-France. Mais on est dans cette situation où le succès du Rassemblement national dans les sondages et dans les urnes, au premier tour en tout cas, est affiché. Vous l'avez rappelé, Thierry Mariani fait la course en tête en PACA. Ce n'est pas le cas dans les Hauts-de-France où Xavier Bertrand est en tête, mais son vrai adversaire, c'est le Rassemblement national et ce n'est pas Karima Delli. À partir de là, cette question des fractures est essentielle parce que les choses se sont d'une certaine manière consolidées à partir de l'événement majeur du fait qu'Emmanuel Macron a été élu en 2017 président de la République, fracturant d'une certaine manière le Parti socialiste et que le Parti socialiste et l'ensemble de la gauche est aujourd'hui dans une recomposition profonde puisque les écologistes, depuis leur succès aux élections européennes de 2019 et aux municipales de 2020, aspirent à devenir leader de la gauche. On est donc dans cette situation où, comme vous l'avez rappelé, il y a une gauche qui est peut-être pas fracturée mais en recomposition permanente et qui en tout cas n'arrive pas à s'unir. La question de la fracture, qui est quelque chose de plus grave que la recomposition, me semble-t-il, concerne d'abord la droite lors de ces élections régionales. Pourquoi ? Parce que d'abord un certain nombre de têtes de liste du Rassemblement national, que ce soit notamment dans les Hauts-de-France ou en PACA, viennent des Républicains. On voit donc très clairement que les Républicains sont une espèce d'écurie pour le Rassemblement national, et ceci d'une manière de plus en plus assumée. Debout la France, petit parti de droite proche des thèses du Rassemblement national, l'est également. Par exemple, tête de liste en région Grand Est, Jacobelli, qui est possiblement vainqueur en termes de sondage, en tout cas vient de Debout la France, et Nadine Morano lui a apporté son soutien. On est donc dans cette situation où aujourd'hui l'écartèlement, comme vous le disiez, de la droite classique entre Rassemblement national et macronisme est révélé. Par ailleurs, certains leaders, comme Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse, essaient de tenir une ligne médiane parce qu'ils ont en ligne de mire la présidentielle. Je crois que c'est un point essentiel. Les fractures qui seront révélées ou qui seront accentuées lors de ces élections régionales peuvent avoir deux conséquences. D'abord, le fait que le Rassemblement national gagne des régions. Il était en situation de le faire en 2015 et ne l'a pas fait grâce au Front républicain. Or, ce Front républicain est aujourd'hui écarté, notamment par la gauche qui veut avoir des élus. Donc, créera-t-il une dynamique par rapport au présidentiel ? Et puis, le deuxième point, par rapport à Emmanuel Macron, dans une situation où la République en marche ne peut pas gagner de région, mais peut le faire, peut soutenir des alliances, peut renforcer des candidats, être faiseur de roi, comme on le dit. La question, c'est que le pari d'Emmanuel Macron, par exemple, d'envoyer, comme vous le disiez, 15 ministres dans ces élections régionales sans avoir la possibilité de gagner de région, c'est qu'il veut montrer qu'il est le recours par rapport à un Rassemblement national tout puissant. Est-ce qu'il ne peut pas apparaître comme quelqu'un, ou comme son parti ne peut-il pas apparaître comme le parti qui fera gagner le Rassemblement national par la division ? C'est aussi un point. Il y a donc toute une série de paris croisés dans cette élection, avec en ligne de mire l'élection présidentielle. Richard Verly. Ce qui me frappe d'abord, c'est la question régionale à proprement parler. Donc il y a eu ce redécoupage avec la création de grandes régions, donc les 13 régions qui vont voter, enfin dans lesquelles les électeurs vont voter dans quelques semaines, en même temps qu'ils voteront pour les départementales, puisque les deux élections auront lieu simultanément. Je ne vois pas émerger dans le débat politique
de questions à proprement parler régionales, de régionalisme, d'enjeux régional. On a l'impression, une fois de plus en France, que la tonalité, le positionnement des candidats est totalement aspiré par les enjeux nationaux. Et ça, pour moi, c'est une grande défaite même de ce type de scrutin, puisque l'éclatement dont parlait Lucile, qu'il soit un éclatement à droite, et là il est incontestable, ou à gauche, eh bien, il est avant tout le résultat de fractures au niveau national et notamment du jeu que mène Emmanuel Macron. La seconde chose que je trouve tout à fait intéressante, c'est qu'il y a une pénurie de leaders régionaux. Et à mon avis, c'est cela qui explique aussi ce fractionnement. C'est que on voit bien que dans la région, dans la plupart des régions, n'ont pas émergé de figures capables de tenir leurs troupes. Xavier Bertrand y a relativement réussi dans sa propre région. Et Xavier Bertrand, on peut le dire, est un leader qui s'est imposé. Il est d'ailleurs candidat à la présidence de la République, candidat déclaré, et il a lié son sort à la présidence de la région à sa candidature, puisqu'il a dit que s'il était battu, il se retirerait de la vie politique. Mais à part Xavier Bertrand, je pense que tout ce fractionnement est le résultat, au fond, de l'absence d'une vraie question, préoccupation, légitimité régionale en politique française. Et pour moi, c'est ça qui pose question. Il se trouve que la décentralisation est un mot qui revient régulièrement. On a voulu faire de grandes régions pour simplifier, pour les rendre plus puissantes, plus performantes, peut-être pour convaincre davantage les électeurs qu'ils avaient intérêt à s'incarner dans ce bassin de population que sont désormais ces grands ensembles. Eh bien, ça ne marche pas. Quand on va aux urnes, on continue de regarder vers l'Élysée, vers la donne nationale. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est un échec politique pour les partis, parce que peut-être qu'ils n'ont pas compris ou qu'ils n'ont pas envie de comprendre en France les préoccupations locales des électeurs. Et s'ils s'en préoccupaient davantage, Karima Delli le montre dans le Nord, peut-être auraient-ils pu réaliser des listes d'union. Nicole Nisotto. Oui, je vais commencer par le Rassemblement national. Lucile disait en introduction qu'en 2015, il avait été le premier parti de France. Je rappelle que c'était vrai également en 2019. Alors, c'était les élections au Parlement européen, c'est pas vraiment comparable. Mais le Front National avait fait quand même 23,3% des voix. Donc, c'est une avance qui se maintient dans la durée. Et je dois dire que dans cet émiettement, dans cette fracturation totale des partis politiques français, c'est le seul qui aujourd'hui montre une certaine cohérence, une certaine unité derrière un chef. Ça n'a pas toujours été le cas. On se souvient qu'il y avait des grandes bisbilles autrefois au Rassemblement, au Front National, puisque ça s'appelait comme ça. Donc ça, c'est le premier point. Il faut faire très attention. Tous ces chefs de parti, y compris le président de la République, qui jouent à la fracturation de la droite, jouent un jeu très dangereux, à mon avis, parce que tout cela ne profite qu'au Front National. Deuxièmement, il me semble qu'on assiste à l'acte 2 ou peut-être l'acte final de la dislocation du paysage politique français tel qu'on l'avait hérité depuis la Seconde Guerre mondiale. Emmanuel Macron en 2017 avait cassé l'opposition droite-gauche avec son en même temps, et aujourd'hui on a la deuxième étape. Il essaye de casser la droite républicaine, en aspirant d'une part le vote du pays, ça il l'a depuis longtemps, mais en essayant de fractionner le vote, disons, filloniste, de la droite tradie, comme il a essayé de le faire en PACA. Et quant à la gauche, elle se fracture toute seule, et là je suis pas tout à fait d'accord avec Lucile. Je pense que la situation à gauche est catastrophique. On n'est pas dans une voie de recomposition, on est dans une voie de décomposition avancée. Et quand on regarde d'ailleurs ce qu'on appelle la gauche, ce qu'on voit, c'est un effondrement total de son attractivité électorale. En 2019, le Parti socialiste a fait 6,1% des voix. 6,1% des voix. Alors, les Verts, les écolos ont fait plus, ils ont fait 13% des voix. Donc, on voit bien qu'il y a un effondrement de la gauche traditionnelle, une montée, un changement de leadership dans la gauche. Ce sont les Verts vraiment qui aspirent au leadership, sauf que avec toutes leurs histoires sur l'interdiction des sapins ou je ne sais quoi, on voit mal comment ils peuvent aspirer à un vrai score présidentiel. Autrement dit,
Sur la gauche, et ça je crois que c'est très important, ce qui manque à la gauche aujourd'hui, c'est un substrat idéologique commun. Pendant des années, la gauche luttait pour le progrès social, le progrès économique, la lutte contre les inégalités. Ce logiciel économique, il a disparu, sauf au PC. Le Parti communiste reste le seul qui a un logiciel économique. Le Parti socialiste et l'ensemble de la gauche les Verts ont un logiciel qui est axé sur le progrès environnemental, très bien, et la gauche sur le progrès identitaire. Le drame de la gauche, c'est qu'elle a abandonné la revendication économique pour des revendications identitaires. C'est elle qui défend les femmes, les gens, les homosexuels, les réfugiés, enfin tout ce que vous voulez. Et donc, ce n'est pas comme ça que l'on peut recomposer, en tout cas, une gauche pour les élections présidentielles. Un dernier mot quand même. Je trouve que cette décomposition des partis politiques qui va nous laisser encore une fois dans un tête-à-tête entre Emmanuel Macron et le Rassemblement national, je le répète, est pour moi un pari très risqué parce que tous les sondages montrent que Madame Le Pen a gagné en crédibilité et pour une fois, ça ne serait peut-être pas impossible qu'elle arrive au pouvoir. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je pense que ce qui est assez saisissant dans ce que nous voyons, c'est ce que Furet, je crois François Furet, avait appelé la République du vide. Et d'abord les élections régionales. Effectivement, c'est Lucie qui l'a dit, je crois, on est en présence d'un vide assez abyssal. D'abord parce que ces régions n'existent pas. Ce sont des faux trucs. Il y en a quelques-unes qui existent. La Normandie, par exemple, à peu près. Enfin, elle existe depuis très longtemps, Saint-Clair-sur-Epte, c'est-à-dire le Xe siècle, mais elle s'est un peu oubliée depuis. Et puis, en revanche, les régions ont même été construites sur la négation des régions. Le Grand Est est typique. C'est la négation de la région Alsace. C'est une région englobante. La région... Massif central, Rhône-Alpes, etc. Auvergne, bon, c'est quelque chose d'absolument indéfinissable. La région autour de Bordeaux, elle va de Saint-Jean-de-Luz à Châtellerault. Bon, chacun sait qu'il y a une énorme collectivité. Bon, tout ça. Donc les gens ne peuvent pas se référer à ça. Ça n'existe. Vous ne pouvez pas avoir une identification à un combat régional sur des. Alors on fait quoi? On passe à un combat national et on se dit comment ils sont par rapport à l'élection présidentielle. Et on voit bien que les gens, on se dit, Bertrand, c'est le marchepied sur sa campagne pour une campagne présidentielle. Valérie Pécresse, elle le dit moins fort, mais elle le pense aussi évidemment. Mariani pour le Front National en Provence-Côte d'Azur, on dit s'il gagne, c'est une étape sur la voie de Le Pen. Chenu aussi dans les Hauts-de-France. Enfin, tout ça, et donc l'élection est totalement satellisée. D'autre part, il n'y a pas c'est une élection régionale où il n'y a pas de conflit idéologique. Parce que dans une élection régionale, vous n'avez pas d'enjeu international. Vous ne discutez pas de savoir si vous êtes pour ou contre l'intégration européenne. Vous êtes juste pour les subventions européennes, ça c'est clair. Vous ne discutez pas de savoir si vous êtes pour ou contre les Russes. Monsieur Mariani, qui est le grand ami des Russes en France, n'a pas à se défendre d'être trop pro-russe ou pas assez européen, etc. Tout le monde s'en fout. On a Mariani, il est là. Bon. Donc on n'a pas d'enjeu. Et en plus, on n'a pas de parti. Alors c'est la troisième chose, c'est ce que vous... et en plus, on n'a pas de notoriété également. Tous ces gens, pour la plupart, sauf ceux qui sont candidats à la présidentielle ou rattachés à la présidence, sont ignorés du grand public. Donc, ça profite aux sortants, ça. Hein, le sortant, c'est celui qui est là. Pas de conflit idéologique, pas d'identification régionale, donc les sortants sont là. Mais tout ça est surplombé par une absence de parti. Alors là, on tombe sur prenons les trois grandes forces, très rapidement. En Marche, c'est idéologiquement, le macronisme, c'est la rencontre du social-libéralisme, d'un bonapartisme gaulliste et d'un certain centrisme. C'est une rencontre idéologique. Elle n'a jamais trouvé sa traduction partisane.
puisque les dirigeants, et notamment le président de la République, ont toujours souhaité qu'il n'y ait pas de parti. Il n'y a que le petit Modem, mon cher petit Modem, qui existe, qui a une vague qui est enracinée dans une tradition française, mais ils tiennent bien à dire que c'est pas, on n'est quand même pas des appellations contrôlées macroniennes parfaites. On est fidèles, on est loyaux, on est tout ce qu'on veut, mais quand même, bon. Alors, donc, le macronisme ne peut pas exister en dehors de Macron. C'est le premier point. À gauche, alors je ne sais pas votre concours si c'est pire à gauche ou à droite, je crois que c'est pire des deux côtés, si j'ose dire. À gauche, on a quand même maintenant deux conflits majeurs, deux lignes de fracture majeures qui se superposent. La ligne traditionnelle qui est qu'on est pour, comme disait le regretté François Mitterrand, pour l'appropriation collective des moyens de production, le socialisme. Monsieur, qui lui faisait dire que monsieur Olaf Palme, dirigeant socialiste, n'était pas assez socialiste parce qu'il maintenait les structures capitalistes. Bon, ça, ensuite, ils ont fait le ripage vers l'économie sociale de marché, mais ils l'ont jamais reconnu. Donc ils ont ce truc qui leur colle à la peau depuis toujours. Mais maintenant, à cela s'ajoute la querelle sur le rapport à l'islamisme, le rapport à la laïcité, qui est fondamental. Est-ce qu'on renonce, est-ce que la gauche renonce à l'universalisme de son message traditionnel? Est-ce qu'elle rentre dans une défense radicale, particulière, anti-laïque, etc. On voit quand même maintenant l'idée que l'UNEF soit dirigée par quelqu'un qui se promène masqué, non pas contre la pandémie, mais masqué par islamisme. C'est quelque chose qui me tombe Quand j'ai vu l'UNEF quand j'étais gosse, étudiant, c'était pas ça. Donc on a, et alors ça s'est manifesté de façon extraordinaire sur la manifestation sur des policiers, où on avait quand même Hidalgo, Jadot et Olivier Faure qui manifestaient, et de l'autre côté, la France insoumise, Piolle, enfin les autres, et Pulvar, qui étaient sur une ligne totalement contraire. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très profond. Et à droite, ils sont quand même partagés en trois. On a quelque chose qui n'a jamais été au pouvoir en France depuis 1830, qui est la grande tradition contre-révolutionnaire, qui s'incarne un peu en réalité dans le Vendéen, Retailleau, et la tradition Bellamy, les Cateau, etc. C'est une tradition très honorable, tout à fait réactionnaire, mais très honorable. On a vu, ça faisait 8,5. C'est un score félinien, mais c'est pas terrible aux élections européennes. On a à côté des gens comme Valérie Pécresse, qui, en fait, n'aurait de chance que parce qu'elle pourrait dire « je suis plus sympathique et moins arrogante que Macron ». Mais en réalité, c'est impossible de trouver une différence idéologique majeure. Elle n'est pas différente de Philippe, elle n'est pas différente de Bruno Le Maire, elle n'est pas différente de tous ces gens qui sont dans la majorité, de Juppé, etc. Et il y a Bertrand qui essaie trouver un petit coin, une once de gilet jaune sur un fond de logique de gouvernement, mais ça ne fait pas du tout. Et puis le reste, des gens qui sont à l'extrême droite. D'ailleurs, les leaders qui vont gagner, qui peuvent gagner du côté du Rassemblement national, viennent du LR. C'est le cas de Mariani, c'est le cas de Chenu, dans le Nord. Ce sont des pièces rapportées. Donc on a un effondrement. Et alors qu'on ne dise pas, je voudrais simplement dire ça enfin, qu'on ne dise pas que c'est de la faute de Macron. Parce que c'est une décomposition qui est très profonde, qui tient à des forces. C'est pas une manifestation intentionnelle. Ceux qui me disent, moi je vois des gens qui me disent « Ah, ça c'est parce si on n'est pas bon, c'est la faute de Macron », ça me rappelle cet excellent Lionel Jospin qui expliquait au lendemain de sa défaite que s'il avait été battu, c'était en fait la faute de ses adversaires. Et effectivement, c'est souvent le cas. Je voudrais juste souligner une chose qu'a dit Richard tout à l'heure sur le fait que ce ne sont pas des élections régionales, ce que les uns et les autres vous avez repris, mais simplement souligner le paradoxe que des élections régionales soient si peu régionales après qu'on a passé tellement de temps à l'occasion des Gilets jaunes ou à l'occasion de plusieurs publications toutes plus denses et plus nourries les unes, substantielles les unes que les autres, à expliquer à quel point le problème du pouvoir aujourd'hui, c'était d'être éloigné de la réalité de terrain. Richard Verly. Mais absolument, et c'est cela que je voulais dire, Philippe. C'est-à-dire
À mon sens, la décomposition dont on parle du paysage politique et des partis politiques, elle a absolument un lien dans le cadre de cette élection avec le flou conceptuel autour des régions. Vous aurez remarqué d'ailleurs que, et vous citiez l'entretien donné par Emmanuel Macron à Zadig, que le mot région n'est plus utilisé par le président de la République qui parle de territoire. Et donc la notion même de région qui devrait être extrêmement importante, puisque ce sont des entités administratives qui en plus ont grossi et qui reçoivent des montants considérables d'argent, eh bien cette notion, elle s'est dissoute et que les partis politiques, finalement, aient suivi le mouvement avec cette décomposition dont on parle ne m'étonne pas. La deuxième chose, c'est le rapport à la réalité. Très franchement, quand on voit les sujets que les régions ont à gérer, que ce soit les lycées, les transports, etc., ce sont des sujets qui, normalement, devraient être transpartisans, en réalité, pour la plupart d'entre eux. Et on devrait avoir des listes d'unions régionales qui pourraient être composées de membres de différents partis, comme on l'a dans les communes, des listes d'intérêts communaux. Richard, pourquoi ça n'a pas lieu? Tout le monde vote de la même manière, alors, d'ailleurs, au quotidien dans les régions. C'est exactement d'où le fait qu'en réalité, cette donne partisane au niveau des élections régionales est totalement artificielle. Et c'est cela que je voulais signaler. Et ça, à mon avis, c'est grave, parce que ça prouve la déconnexion, encore une fois, complète entre le besoin sur le terrain que vous soulignez, Philippe, le besoin d'action politique, de décision, et la manière dont le personnel politique se représente dans les régions. Ça, je trouve que c'est très préoccupant. Lucille Schmitt. Oui, moi je suis une ancienne élue régionale et en écoutant les uns et les autres, je me suis dit qu'il fallait que je parle de cette espèce d'écartèlement permanent lorsqu'on est élu régional. J'étais élue régionale d'Île-de-France et c'est donc une très grande assemblée avec un hémicycle qui singe un peu l'Assemblée nationale. Et ce qui était intéressant, c'était l'écartèlement entre des décisions très technocratiques, extrêmement abstraites et préparées par des services qui au fond ressemblent à ceux de l'État, et la réalité, par exemple d'être dans des conseils d'administration de lycées, par exemple de lycées professionnels, d'être dans des conseils d'administration de maisons de retraite, par exemple des maisons de retraite dans lesquelles il y a des vrais problèmes d'absence de personnel soignant parce qu'ils habitent à l'autre bout de l'Île-de-France alors qu'une maison de retraite est située à Boulogne. Et au fond, c'est aussi cet écartèlement très français, cette difficulté tout simplement à avoir les bonnes, comment dirais-je, échelles de pouvoir, mais aussi les bonnes pratiques qui permettent réellement d'enraciner les choses dans le réel. Ce que je voulais dire aussi par rapport à cette question d'une grande région, Jean-Louis a tout à fait raison de parler de l'absence d'historique de ces régions et de leur espèce de construction en fait totalement abstraite. Mais ce qui est frappant, c'est que quand on regardez les documents électoraux que nous commençons à recevoir dans nos boîtes aux lettres, personne n'aborde cette question. Tout le monde fait comme s'il allait de soi que ces grandes régions avaient une existence. Alors même qu'à mon sens, si l'un de ces têtes de liste avait dit « Écoutez, cette région n'existe pas vraiment et voilà comment je veux la faire exister », ça aurait été très intéressant. Par exemple, dans le Grand Est, au 1er janvier, j'ai découvert ça en préparant cette émission, au 1er janvier 2021, il y a maintenant une collectivité européenne d'Alsace. Elle a été créée par la fusion de 2 départements, mais avec l'idée qu'au fond, l'Alsace est une entité historique et a une réalité, un ancrage territorial. Mais du coup, il y a des problèmes entre le président actuel de la région parce qu'il est alsacien par rapport aux autres composantes du Grand Est. Il y a donc cette espèce de réalité que les différents morceaux du puzzle ne fonctionnent pas ensemble. Et si j'ai un petit peu de temps pour répondre sur la question de la gauche, il me semble que la question de la gauche, c'est pas vraiment le sujet de sa diversité, il existe. Le sujet, effectivement, de la laïcité existe. Mais le sujet principal est quand même celui des personnes. Là encore, dans la région Grand Est, Aurélie Filippetti, ancienne ministre de la Culture de François Hollande, a lancé un appel inédit dont le programme est franchement très semblable à celui de la liste officielle portée par le Parti socialiste. Elle a avec elle Place publique, qui avait été conduit par Raphaël Glucksmann aux élections européennes et qui était associé au Parti socialiste. Et là, Place publique est associée à Aurélie Filippetti. Donc on a aussi le sentiment parfois d'un infantilisme de ces personnes. Alors tout s'appelle pacte pour l'union. Tout s'appelle pacte pour l'union et tout est pacte pour la désunion. À mon sens, le sujet des personnes l'emporte sur la question des problèmes idéologiques parce que tout simplement, au sein des électorats, à droite comme à gauche, il y a des familles et qui pourraient voter pour une personne si elle incarnait une capacité à porter aussi l'exercice du pouvoir. Oui, je pense qu'en effet, si on veut démolir la liste de ses propres amis, il faut créer le parti unifié des unionistes unitaires. Sur cette question, nous allons donc nous intéresser à l'autre question de notre ordre du jour, qui est la situation en Biélorussie et au fait que le 23 mai, un avion d'une compagnie irlandaise
reliant deux pays de l'espace Schengen, la Grèce et la Lituanie, a été contraint par un chasseur de l'armée biélorusse à atterrir à Minsk. Ce détournement a permis l'arrestation d'un opposant au régime, Roman Protasevich, et de sa compagne. Il a été qualifié de piraterie et de terrorisme d'État par certains pays. Et peu après, le journaliste a été contraint d'enregistrer des aveux filmés et télévisés. Dès le lendemain, tout en réclamant la libération immédiate du journaliste et de sa compagne, les dirigeants européens annonçaient à l'unanimité requise en matière de politique étrangère la fermeture de l'espace aérien et des aéroports européens aux avions biélorusses, ainsi que la préparation d'un nouveau volet de sanctions contre le régime. En août 2020, le président Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994, a été réélu avec officiellement 80% des suffrages. L'Union européenne n'a pas reconnu la validité du scrutin qu'elle a jugé, je cite, ni libre ni équitable. Ces condamnations de la répression brutale et incessante des opposants sont restées sans effet. La liste des personnalités et des entités sanctionnées individuellement va donc s'allonger dans les jours qui viennent. Elle compte déjà 88 noms et 7 entités, 88 noms parmi lesquels le président Alexandre Loukachenko, son fils Victor, qui est aussi son conseiller à la sécurité nationale, l'un et l'autre, ainsi que leurs co-sanctionnés sont interdits de séjour dans l'Union, leurs avoirs sont gelés, et tout financement européen vers la Biélorussie est prohibé. La pression européenne pour accentuer l'isolement de la Biélorussie et appuyer l'opposition s'est renforcée. De Bruxelles, Emmanuel Macron a apporté son soutien à la demande de Svetlana Tikhanovskaya, figure de proue de l'opposition biélorusse en exil en Lituanie, qui réclame, je cite, la participation des forces démocratiques biélorusses au G7, prévu du 11 au 13 juin au Royaume-Uni. Le Kremlin a publiquement regretté la décision de l'Union de contourner l'espace aérien biélorusse et Vladimir Poutine a reçu le 28 mai, donc 5 jours après le piratage, Alexandre Loukachenko pour la 3e fois cette année. Les deux pays sont étroitement liés par l'histoire, par la géographie, par l'économie, sont membres de l'Union économique eurasiatique et de l'Organisation du traité de sécurité collective. Lors d'une conférence de presse suivant le Conseil européen du 25 mai, le président français, jugeant que la politique de sanctions semblait arriver à ses limites, a invité l'Union européenne à ne plus être simplement réactive. Sur cette question, Nicole Niesotto. Alors, la Biélorussie, c'est le dernier confetti de l'Empire russe. Et donc, ça a un statut très particulier pour Moscou. D'abord, il faut juste rappeler certaines choses. La Biélorussie n'a jamais existé en tant qu'État-nation, à la différence de l'Ukraine, qui a été indépendante de 17 à 22, à la différence des pays baltes, qui ont été, à la différence bien sûr de la Pologne, la Hongrie et tous les autres pays d'Europe centrale et orientale. Donc c'est un pays qui était une république socialiste soviétique et qui a découvert par hasard, par hasard son indépendance en 91. Et donc c'est un pays un peu artificiel, dont la population est peuplée de 80% de Biélorusses et de Russes, sans qu'on sache très bien quelle est la différence. Un pays de 9 millions d'habitants et qui n'a jamais connu jusqu'à très récemment les mouvements démocratiques qui ont agité les autres parties de l'ex-Union soviétique, la Géorgie en 2003, l'Ukraine en 2004, les révolutions roses et les révolutions oranges d'il y a une vingtaine d'années. Et ça n'est que très récemment, à cause de la réélection de Loukachenko en 2020, que les partis démocratiques, en tout cas les forces démocratiques, se sont mobilisés pour dénoncer une élection qui était véritablement truquée. Et donc, voilà, c'est ce pays qui est dirigé aujourd'hui donc, par un dictateur, il n'y a pas d'autre mot, il est anti-média, antisémite, pro-iranien, il trouvait qu'Ahmadinejad, en son temps, était le plus grand dirigeant de la planète. Anti-américain, anti-homosexuel, anti-femme, enfin, il est vraiment la caricature de tout ce que le populisme et l'extrême droite peuvent faire de pire, et jusqu'à ce détournement politique d'un avion pour attraper un opposant. D'ailleurs, entre parenthèses, je trouve qu'on devrait protéger
Svetlana Tikhanovskaya, qui habite en Lituanie, qui a été la grande figure de l'opposition en Biélorussie pendant les élections de 2020. Je ne sais pas de quelle protection elle bénéficie, mais l'Union européenne devrait en faire véritablement un symbole de son soutien aux forces démocratiques de Biélorussie. Et donc, pour la Russie, la Biélorussie, c'est une espèce d'annexe du régime. Le pays est totalement économiquement intégré à l'économie russe. La Russie est le premier investisseur. Il y a des milliers d'entreprises qui sont investies en Biélorussie. Et stratégiquement, pour Moscou, c'est le dernier rempart. La Biélorussie, c'est le dernier rempart. Elle a une frontière avec la Pologne. Et si la Biélorussie cède, rentre dans le camp démocratique, alors il n'y aura plus du tout de tampon, d'état tampon entre la Russie et l'Occident, ce qui, pour Poutine, est stratégiquement absolument inacceptable. Alors, face à cette situation, encore une fois, qui est à la fois une situation de défense des droits de l'homme et en même temps d'une situation d'impossible diplomatie vis-à-vis de la Russie, parce que la Biélorussie, c'est quand même avant tout la politique étrangère de la Russie qui est en jeu, les Européens, évidemment, se trouvent sans politique étrangère. Pourquoi ? Ils ont le pire des scénarios pour avoir une politique étrangère. Les Européens sont à la fois divisés et dépendants. Ils sont divisés sur l'attitude à adopter vis-à-vis de la Russie entre les anciens pays occupés pendant 70 ans par l'armée rouge et qui savent ce que c'est, et les autres occidentaux plus sceptiques ou plus pragmatiques ou plus cyniques. Les pays sont également, l'européen sont très dépendants. 40% du gaz européen vient de Russie, 30% du pétrole vient de Russie. Donc ça crée quand même une contrainte dans les prises de décision diplomatiques. Mais c'est pas tellement la dépendance sur les matières premières, c'est la dépendance économique, parce que la Russie est notre troisième partenaire commercial après les États-Unis et la Chine. Et il y a au moins 3 pays, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Italie, qui ont des relations extrêmement importantes vis-à-vis dans le commerce avec la Russie. Et donc, les divisions Est-Ouest que l'on voit sur la Russie s'accompagnent de divisions économiques. Les Italiens, par exemple, ne veulent absolument pas qu'on ajoute des sanctions, parce que ce sont les agriculteurs italiens qui en payent le prix dans les représailles russes. Dernier point, et donc, est-ce que, pour autant, il faut accuser l'Union européenne d'être dépourvue de moyens? Le président Macron a raison, les sanctions ne servent pas à grand-chose, surtout quand elles visent une dizaine ou une quinzaine de personnes. Il y a aussi un embargo sur les armes. Enfin, on n'imagine pas que le marché biélorusse soit un très grand marché pour les ventes d'armement européennes. Donc, est-ce que pour autant il faut accuser l'Union européenne d'être dépourvue, nulle, réactive, décevante, etc. Je ne crois pas. Je crois qu'il faut prendre... Cette affaire nous permet de prendre en compte la nouveauté de la diplomatie dans cette mondialisation où le pire des adversaires est en même temps le meilleur des partenaires. Et c'est ça qui rend la situation difficile, pas seulement pour l'Union européenne, pour les États-Unis c'est pareil. Les États-Unis sont à la fois partenaires de la Chine et adversaires de la Chine. L'Union européenne est adversaire de la Russie, mais partenaire de la Russie. Donc il ne faut pas identifier, singulariser l'Europe comme étant la plus impuissante de tous les acteurs internationaux. Cette impuissance diplomatique, c'est le lot aujourd'hui des grandes puissances dans la mondialisation, sauf vis-à-vis des pays non mondialisés comme l'Iran, comme la Corée du Nord, où là on peut effectivement prendre des sanctions qui ont un sens, ou vis-à-vis de pays très pauvres comme en Afrique, mais sinon ça n'est pas du tout possible. Et donc voilà, je voudrais dire, arrêtons de singulariser l'Union européenne, réfléchissons comment inventer une diplomatie quand un adversaire est à la fois notre meilleur partenaire. Lucile Schmitt. Oui, moi, ce qui me semble très, très préoccupant dans cette histoire-là, c'est qu'on voit bien que Loukachenko est quelqu'un qui est dans une politique de la terre brûlée. C'est-à-dire, comme Emmanuel Macron, lorsqu'il a parlé sur la question de l'efficacité des sanctions, parlait aussi de la Russie. Mais la vérité, c'est que quand on a affaire, comme le disait Nicole, à un dictateur qui est une personne qui, en fait, veut se maintenir au pouvoir à tout prix, les sanctions économiques sont sans doute inefficaces. Et c'est un premier point. La deuxième chose très préoccupante, et ça a été dit par tous les opposants en exil aujourd'hui, qui sont de Biélorusses, qui sont en général en Pologne ou en Lituanie, c'est que cet arraisonnement, enfin cet atterrissage forcé de l'avion, leur donne le sentiment qu'ils ne sont plus en sécurité, y compris en exil.
Et donc, c'est pas seulement de l'ingérence, c'est au fond une menace. On sait que les geôles biélorusses sont extrêmement meurtrières. Il y a un opposant qui est mort encore il y a quelques jours. Et donc, la question qui est posée, c'est est-ce qu'on laisse exister dans une zone démocratique la possibilité de cette espèce d'intrusion qui, évidemment, est contraire à tout le droit international, mais qui est aussi une menace physique sur les personnes. Et c'est pour cette raison que Reporters sans frontières a déposé plainte en Lituanie par rapport à Loukachenko et par rapport à la Biélorussie. Donc on est dans une situation où la question de l'impuissance diplomatique est directement posée, qui a été au fond assumée d'une certaine manière par Emmanuel Macron. Elle pose la question des autres recours qui existent par rapport à ce genre de pratiques antidémocratiques, etc. La deuxième chose, c'est par rapport à l'attitude de Poutine. On a eu beaucoup de commentaires disant au fond les Russes soutiennent à fond Loukachenko, c'est comme ça que ça se passe. La Biélorussie, Nicole disait, c'est le dernier confetti, avec un processus d'intégration entre les deux pays qui existe depuis 1996 et qui en fait ne correspond pas aux intérêts de Loukachenko, qui lui est au pouvoir depuis 1994 et qui fait tout pour... Vous savez, c'est un peu comme quand l'Union européenne négocie avec la Turquie, sauf que là, c'est plutôt le plus faible, quelque part, qui refuse d'être intégré et d'être absorbé. La question qui est posée, c'est comment Loukachenko joue, au fond, avec ce processus d'intégration pour jouer aussi avec les Européens. Donc on est dans cette situation et Poutine aimerait remplacer Loukachenko. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut dire explicitement. Il se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un de mieux et en tout cas, ce n'est pas un allié facile. Contrairement à ce que pourrait laisser entendre un certain nombre de commentaires. Je ne crois pas, par exemple, que la Russie ait été complice de cet enlèvement. Je pense que là-dessus, Loukachenko a joué, en fait, avec l'obligation pour la Russie de le soutenir par rapport aux Européens. En revanche, ce qui est aussi assez clair par rapport à la Russie, c'est qu'ils ne veulent absolument pas d'un scénario à l'ukrainienne. Ils ne veulent pas d'une révolution démocratique. Ils souhaitent que ce pays reste une sorte de pays gelé dans son aspect dictatorial. Et ça, c'est un point, évidemment, de discussion, de préoccupation important pour les Européens, parce que le sujet, c'est la libération de ce journaliste. Chacun a pu voir, premièrement, la vidéo où il avait été assez visiblement torturé et battu, et dans lequel il faisait des aveux obtenus d'une manière stalinienne. Donc c'est quand même un vrai sujet. Chacun a pu voir la vidéo de ses parents qui expliquaient qu'au fond, ils craignaient que leur fils ne meure dans les geôles biélorusses. Et je pense que nous sommes directement face à une question qui n'est pas seulement diplomatique, mais qui est aussi une question démocratique et humanitaire. Richard Verly. Un retour peut-être sur Loukachenko lui-même. Et là, je voudrais souligner qu'il ne correspond pas à l'image qui est souvent faite de lui. Il est présenté, et c'est ce qu'il est, comme un homme brutal, rustre. On dit souvent, on rappelle qu'il a été le directeur d'une ferme collective à l'époque de l'Union soviétique, qu'il était, je crois, directeur d'une usine de tracteurs au sein de cette ferme, etc., etc. En fait, Loukachenko est un animal politique extrêmement habile. Et d'ailleurs, beaucoup s'étonnent aujourd'hui de la raison pour laquelle il est passé à l'acte de cette manière, alors qu'il avait toujours réussi à louvoyer, certes à sa manière rude et rustre, mais assez bien, notamment vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de l'Union européenne. Moi, je vois deux enseignements à tirer de cet enlèvement qui est en fait une sorte de hacking aérien. La Biélorussie n'a pas les moyens cyber de la Russie. Vladimir Poutine, lui, aurait sans doute hacké les ordinateurs de la compagnie aérienne. Ce que fait Loukachenko, lui, c'est qu'il prend directement l'appareil et il le fait poser sur le terrain d'atterrissage de sa capitale. Il y a deux enseignements selon moi. Le premier, c'est ce que disait Lucile, c'est la volonté de Loukachenko d'instiller la peur parmi ses opposants, mais directement de fragiliser le pays qui lui pose le plus de problèmes, c'est la Lituanie. C'est un message direct envoyé à Vilnius sur le thème « Je peux détourner un avion et peut-être que demain je pourrai faire plus, vous qui abritez mes opposants ». Et c'est ce plus-là qui est très inquiétant, parce que peut-être que Loukachenko a dans sa besace de dictateur résolu à rester au pouvoir d'autres armes de déstabilisation vers un pays, la Lituanie, qui est un pays quand même, comme souvent les pays baltes, fragile du point de vue de leur sécurité, fragile en raison de leur caractère multiethnique et de la présence d'une population russe importante, etc., etc. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que réagir avec les sanctions, évidemment, c'est le mode opératoire habituel. Et là, il faut reconnaître que l'Union européenne a fait vite
est bien en la matière. Donc, de ce point de vue-là, on devrait s'en féliciter. La difficulté, c'est que les sanctions, elles ont presque toujours pour effet de permettre au régime en place de solidariser au sein de la population les éléments qui lui sont favorables et en quelque sorte de reprendre du poil de la bête sur le dos des sanctions, si l'on peut dire, et ce sera une porte ouverte à la Russie. Et là, il y a une équation extrêmement difficile pour l'Union européenne, parce que même lorsqu'elle se montre, et c'est le cas, très efficace dans l'application immédiate de sanctions et dans le déploiement d'un arsenal, au fond, contraignant, elle se condamne à en payer ensuite le résultat, c'est-à-dire un durcissement du régime d'en face, et elle va avoir en Loukachenko maintenant un adversaire de plus en plus résolu. Jean-Louis Bourlange. Oui, la première question, c'est effectivement celle de la personnalité du camarade Loukachenko. J'ai une petite anecdote qui m'a été rapportée par un ami qui était ministre de Jacques Chirac. Et quand Jacques Chirac, on est pour, on est contre, mais on ne peut pas lui dénier une certaine qualité de flair psychologique. Et il avait reçu Loukachenko à l'Élysée et il avait invité mon ami, ce ministre que je ne citerai pas, il me dit, écoute, je dois déjeuner avec Loukachenko, je suis seul, je me casse un peu les pieds, est-ce que tu peux venir? Alors, le déjeuner se fait. Il parle avec Loukachenko pendant tout le déjeuner. À la fin, Chirac raccompagne Loukachenko et se retourne vers son ministre, mon ami, et lui dit « Tu as vu ce type? Il est complètement dingue. » Donc je crois que c'est assez éclairant. Et alors, cela dit, nous savons depuis William Shawcross que la stratégie du fou, ça existe. Et que l'avantage du fou, c'est qu'il impose ses règles du jeu à ceux qui veulent appliquer d'autres règles. Et là, on voit très bien que c'est un comportement assez irrationnel, stratégiquement pour la Biélorussie, et extrêmement habile sur le plan tactique. Sur le plan tactique, on ne sait pas très bien que faire. Il a gagné. Madame Tchernovskaya a raison de dire qu'à une semaine près, ça aurait été elle. Hein. Elle était sur le même vol une semaine plus tôt. Ce vol a dû changer de vol, mais je pense que le scénario avait été très bien mis au point. Ils auraient pu se choper, si je puis dire, la principale opposante au régime. Simplement, c'est effectivement assez absurde pour tout le monde. Parce que, comme vous l'avez très bien dit, le but de Loukachenko, c'est de garder l'indépendance de son pays. Il est évidemment extrêmement solidaire. Il apprécie la solidarité de Poutine, qui est une solidarité idéologique, d'aversion aux valeurs de liberté et de démocratie. Mais l'idée de Poutine, c'est quand même de reprendre en main totalement, indirectement d'abord, et sans doute directement, si c'est possible, le moment venu, la Biélorussie, qui est effectivement un faux État, qui est une fausse nation en tout cas. Donc, et là, les Russes, qu'ils aient été très associés, un peu réprobateurs, ou qu'ils soient complices, en tout cas, ce sont les bénéficiaires. Hein. En termes de fecit qui prodest, c'est forcément eux qui sont à l'origine de la chose. D'ailleurs, Sergueï Lavrov n'a pas mégoté sur le soutien idéologique, au mépris de toute réalité, de toute vérité. Là, on est vraiment dans la langue de Baobab, même pas, qui est opposée à la réalité. Mais c'est vrai que plus on enfonce Loukachenko, plus il se soumet à la Russie et plus la Russie va cueillir, le moment venu, ce pays comme un fruit mûr. Donc c'est quand même quelque chose de difficile. Alors face à cela, la réaction des Européens, c'est bien tombé parce qu'ils avaient un Conseil européen le lendemain. Donc ils ont pu réagir très vite. Ils étaient là. C'est un peu le problème du Conseil européen, c'est un peu le syndrome des vaches. Elles ne se mettent en émotion que si elles voient le train passer. Et là, le train était passé. C'était un avion. Arrêté. Bon. Et donc, ils ont réagi immédiatement. Comme ce sont des professionnels, il y a des gens qui ont quand même des idées et qui veulent, comme Macron par exemple, qui veulent que l'Union européenne devienne une puissance politique et joue un rôle vraiment politique. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Les Polonais aussi, parce que tout ce qui est anti-russe est inscrit dans leur ADN. Donc, il y a un certain nombre de gens, mais c'est pas le cas de tout le monde. Cela dit, là, ils ont réagi très vite. N'oublions pas, cependant, car je crois que c'est très significatif, la réaction de la commissaire, la veille, qui dit « Ah, je me réjouis de voir que les passagers ont pu être libérés ».
oubliant qu'on avait laissé 2 d'entre eux sur le tarmac, et le tarmac, c'était l'antichambre de la prison. Donc là, c'est quand même honteux. C'est pas, on a fusillé Pierre Pucheux pour ce genre de choses. Sauver quelques otages et laisser les autres se faire fusiller. Bon, c'est quand même quelque chose de très grave. Alors, moi, j'avais dit, ça mérite démission. Comme ils ont réagi très vite, on peut pas dire que l'Union européenne soit compromise dans cette affaire, mais ça m'a fait penser au mot de Talleyrand qui disait « Méfiez-vous du premier mouvement, c'est toujours le bon ». Et on voit que le premier mouvement des institutions européennes, c'est d'être complaisant, d'être gentil, d'être nounours. Moi, j'ai dit à l'Assemblée, on en a assez d'être des ours en peluche face aux ours polaires. Bon, mais c'est vrai que c'est comme... Alors, qu'est-ce que ça... Au-delà de ça, moi, je crois qu'on peut aller plus loin sur les sanctions. Emmanuel Macron a dit dites-moi donc les sanctions que je dois prendre. On ne peut pas les étudier techniquement, comme ça, les improviser. Je crois que d'ailleurs l'Union européenne examine les sanctions, mais je pense qu'on pourrait faire un embargo assez général sur le personnel politique de Loukachenko, sur leurs avoirs, les avoirs de leur famille, leurs mouvements, faire quelque chose qui ne soit pas limité à quelques dirigeants, mais qui soit vraiment l'ensemble de ce corps. On pourrait déjà faire ça. Bon, je sais bien que c'est pas suffisant et c'est pas comme ça qu'on va régler le problème. Et là, on voit bien que nous avons en fait un problème qui dépasse le problème de la Biélorussie. Quand on regarde ce qui s'est passé au cours des derniers mois, on a eu l'humiliation de Borrell qui, en pleine conférence de presse à Moscou, pendant cette conférence de presse, les Russes expulsent des diplomates de l'Union européenne, des diplomates d'États membres de l'Union européenne. C'est vraiment une provocation. Quelques semaines plus tard, on a le Sofagate. On a la présidente de la Commission européenne qui est humiliée par M. Erdogan. Maintenant, on a l'affaire Loukachenko. Ça veut dire qu'aux confins de l'Europe, on a toute une brochette, soit de dictateurs, soit de démocrateurs, soit en tout cas de fanatiques de l'abus de pouvoir autoritaire, qui sont unis par une seule chose. Parce qu'ils n'ont pas d'intérêt commun, Loukachenko et Poutine et les Turcs. Ils sont unis par une seule chose, qui est leur aversion à ce que nous sommes, à l'Union européenne, à ses principes, à ses valeurs, au respect de l'état de droit, à la pluralité partisane, aux libertés fondamentales. Et ça les mobilise. Et là, on voit bien qu'on a quand même quelque chose qui nous oblige. Et je terminerai en disant que je mets un rapport profond entre ça et le pivot, le go east de l'ensemble du monde. Nous avons un monde qui se tourne vers le Pacifique. Et ça entraîne quoi ? Ça entraîne qu'au cœur du monde atlantique, chez nous, il y a un immense étranger proche de l'Union européenne qui est composé de l'Afrique, du Moyen-Orient, de la Méditerranée, des confins de l'ancienne Union soviétique, un immense étranger proche qui n'est plus contrôlé par personne, un peu plus depuis que Biden est de retour, mais ça c'est quand même très très limité, la preuve, il se dégage du Moyen-Orient, et ça crée une responsabilité majeure à l'Europe. Il y a une diagonale du vide au cœur du monde. Cette diagonale du vide, c'est l'ancien espace africano-atlantique, euro-africano-atlantique. Et ça, si on n'occupe pas, si on ne meuble pas ce vide, si on ne passe pas à la vitesse supérieure en termes politiques dans l'Union européenne, et je suis d'accord avec Nicole qui pense, je crois, cela, je crois que c'est pas gagné, c'est le moins qu'on puisse dire, là, on aura vraiment du souci à se faire pour l'avenir, celui de nos enfants, et dans mon cas, celui de mes petits-enfants. Nicole Niesotto. Oui. Bon, alors ce détournement d'avion, il est effectivement incroyable, inimaginable, mais cela dit, on a vu de la part de Poutine des actions à l'étranger qui étaient aussi condamnables, aussi incroyables, comme l'empoisonnement de ses opposants politiques, en particulier au Royaume-Uni. Ah, mais quand même. C'est pas une agression contre l'Union européenne. Non, mais c'est une intervention par les services de renseignement dans un pays étranger indépendant pour assassiner un opposant politique, ou en tout cas pour l'empoisonner. On connaissait autrefois les parapluies bulgares, mais ce que je veux dire, c'est que dans ce monde-là, post-soviétique, il n'y a pas de limite à des actions que l'on peut entreprendre pour casser l'opposition démocratique. Alors la question est, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Alors moi, je suis d'accord avec Jean-Louis, on peut durcir les sanctions. On avait déjà pris des sanctions en 2004 parce qu'il y a eu 4 opposants qui ont disparu en Biélorussie. Donc on a déjà pas mal de personnalités politiques biélorusses qui sont sur la liste des sanctions de l'Union européenne. Donc je ne crois pas que ce soit très porteur. Mais quelles sont les possibilités? Lucille parlait d'une action juridique internationale, sans doute. Mais Loukachenko n'en a strictement rien à faire et cela ne donnera strictement rien. On peut avoir aussi une action humanitaire. Et moi, là, je crois qu'il faudrait que l'Union européenne aille beaucoup plus loin. Il faudrait donner la nationalité européenne, la citoyenneté européenne à tous ces dissidents biélorusses qui sont aujourd'hui en Lituanie et en Pologne. Il faudrait leur donner une citoyenneté européenne. Et comme ça, s'ils sont attaqués ou s'ils sont enlevés, c'est comme si on enlevait ou attaquait un Français ou un Allemand. Ça, je crois que l'Union européenne pourrait le faire. Alors, les puristes diront, c'est pas possible, Jean-Louis, c'est hors traité, parce qu'on peut avoir que la citoyenneté européenne que si on est membre de l'Union. Mais je pense quand même que les juristes pourraient trouver une astuce pour faire ça. Ça, je crois que c'est très important. Et mon troisième point, ce qu'on peut faire aussi, c'est attaquer sur le plan médiatique, sur le plan des réseaux sociaux. Ces régimes sont très forts pour manipuler nos opinions. Alors peut-être pas Loukachenko, mais la Russie certainement. Et nous le faisons pas. Nous sommes encore à presque Radio Free Europe et des messages de bonne volonté à ces pays. Je crois qu'il faut vraiment dénoncer, faire de la politique de communication. La seule arme que nous avons, c'est justement notre aspiration à la liberté. Et donc, il faut les embêter tous les jours, au quotidien, leur montrant à leur population à quel point notre régime est meilleur que l'autre. Je suis convaincu que les réseaux sociaux, c'est une arme contre ces régimes. Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves, que j'ouvrirai en recommandant un roman paru aux éditions de l'Olivier, un roman de Mathieu Garrigou-Lagrange qui s'intitule Le Brutaliste et qui cherche à éclairer et à comprendre une histoire vraie, celle d'un architecte portugais, Thomas Taveira, auteur des 3 tours gigantesques, les tours Amoreiras, construites sur une hauteur de Lisbonne en béton brut, architecte célébré mondialement, en rupture avec le bon goût dans le Portugal d'après Salazar. C'est un tableau des années 80 dans une société qui explose et que la modernité affole. C'est un portrait de la mégalomanie et de l'érotomanie qui l'accompagne chez une sorte d'Harvey Weinstein qui filme ses ébats sexuels violents et non consentis et qui en laisse publier les photos dans un petit magazine Salas, sans doute C'est pour... pas le commentaire de Madame Strauss-Kahn que vous faites là. Non, pas. Je vous laisse, Jean-Louis, la charge de ce commentaire-là. Et donc, cet architecte, étrange personnage autodidacte, venu d'un tout petit milieu, se construit ou essaye de se construire une légende d'architecte maudit, malgré sa réussite éclatante, qui volera en état et en éclat, pardon. Et c'est aussi un livre sur ce que la découverte détaillée de cette vie peut provoquer chez l'auteur de cette découverte, c'est-à-dire de ce roman. C'est aussi une chose que l'on découvre dans ce livre. Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Moi, je voulais recommander la lecture d'un roman d'Aurélien Bélanger qui était paru en 2019, justement l'année des élections européennes, qui s'appelle Le continent de la douceur. Et peut-être n'avez-vous pas deviné, mais le continent de la douceur, c'est l'Europe. Et c'est assez intéressant parce que, en fait, dans ce roman, Aurélien Bélanger invente un petit pays qui s'appelle le Karst, qui n'est pas sans évoquer la Biélorussie, à mon avis. Et il explique comment ce Karst certains citoyens de ce Karst, d'ailleurs exilés notamment aux États-Unis, essaient au fond de provoquer une dynamique d'intégration du Karst à l'Union européenne. Je trouve qu'il y a là-dedans, alors c'est 850 pages, hein, donc il y a là-dedans en tout cas quelque chose d'assez romanesque et qui peut évoquer un petit peu nos discussions de ce matin. Il y a une phrase que j'ai adorée, c'est « L'Europe est une chose qu'on invente et dont on ne sait pas ce qu'est le type de gouvernance ». Ça rejoint ce que vient de nous dire Jean-Louis sur cette commissaire européenne qui au fond a dit « Heureusement, Dieu merci, les passagers ont été sauvés ». En tout cas, c'est un roman à la fois assez poétique, fleuve, et qui aborde cette question politique de l'Union européenne d'une façon, comment dirais-je, très ouverte. Voilà. Nicole Nisotto. Alors, moi, je vais rester sur l'Europe et vous recommander aussi un livre, un gros livre, mais néanmoins important, sur les crises européennes,
qui s'appelle donc La valse européenne, les 3 temps de la crise, écrit par 2 auteurs, Elie Cohen, économiste très connu du CNRS, et Richard Robert, qui est l'inventeur du site Telos, que nous connaissons bien ici. Et donc, dans ce livre, les auteurs passent en revue les différentes crises qu'a traversé l'Union, pratiquement depuis la crise de 2008, la crise économique, la crise des migrants et la crise pandémie. Et ils montrent qu'à chaque fois, il y a une espèce de structure identique qui se répète. Premièrement, l'Union est nulle, elle hésite, elle ne voit pas le problème, etc. Deuxièmement, elle réagit avec là beaucoup d'ambition, de détermination, surtout financière, mais elle est au niveau de la réponse. Et troisièmement, elle saute le pas enfin vers davantage d'intégration. Alors, je ne suis pas sûre que cette séquence soit vraie pour la 3e partie, c'est-à-dire l'intégration n'est pas forcément la conséquence des crises. Mais c'est quand même très intéressant, cet ouvrage est très intéressant de voir effectivement comment les Européens, et en particulier les instances européennes, ont des mécanismes de réponse qui finalement ne changent pas d'une crise à l'autre. Donc je vous recommande, c'est un gros livre, je répète, mais c'est vraiment très bien fait. Richard Verly. Bien, je vais revenir en politique pour ma brève, donc ça nous ramène au sujet évoqué au début des élections régionales. C'est un livre intéressant, Latché, Mitterrand et la Maison des Secrets. C'est un essai, une enquête que viennent de publier aux éditions du Seuil Jean-Pierre Tucois et Yves Heurté. Je connaissais bien sûr le mythe de la maison de Latché, mais je n'en connaissais pas l'histoire. Il la détaille, y compris du point de vue cadastral, comment François Mitterrand a conçu ce domaine en rachetant des bouts, en se montrant parfois dur vis-à-vis des personnes qui vendaient ces parcelles au cœur de la forêt landaise. Bref, il y a 2 histoires qui se superposent, parce qu'il y a aussi l'histoire, évidemment, de la double vie de François Mitterrand. Il y a la grande histoire, l'histoire politique, ce rendez-vous de Latché où défilait tout le personnel politique français. Et il y a la petite histoire, celle d'un propriétaire nommé François Mitterrand qui va comme ça aller voir les maires des communes environnantes, les ménager pour obtenir tel ou tel titre de propriété. J'ai trouvé ça très intéressant. Et enfin, je vais peut-être vous étonner, mais je voulais donner un petit coup de... comment dirais-je, un petit coup d'applaudimètre sympathique à cette vidéo qui a fait, je crois maintenant, près de 13 millions de vues. C'est la vidéo de McFly et Carlito avec le président Macron. Elle a été très commentée, ce n'est pas du tout mon humour, ce n'est pas du tout, je dirais, quelque chose que j'aurais eu normalement envie de voir. Mais là où ça m'a fait plaisir, c'est que ça a donné l'image d'une France apaisée, qui n'est pas brutale, ce n'est pas de l'humour méchant, c'est au fond 2 humoristes dont on peut discuter des qualités, qui vont à l'Élysée et qui font leur show avec un président Macron, je dirais, assez habile. Ce n'est pas du grand spectacle, mais dans un pays aussi tiraillé, aussi tendu, aussi crispé que la France, un petit moment de détente ne fait pas de mal. Alors, ce que vient de dire Richard m'inspire 2 choses. La première, c'est qu'il peut-être pas un livre, mais en tout cas un gros article sur François Mitterrand et l'immobilier mériterait d'être écrit, parce que question rue Guy-de-Mer aussi, qui était son appartement avant celui qui était dans le 5e arrondissement, il y a aussi à dire, et d'ailleurs ça figure déjà dans ce livre de Catherine Ney qui s'appelle Le Rouge et le Noir, si je me souviens bien, qu'elle avait publié pas très longtemps après l'élection de François Mitterrand. Et sur l'histoire de McFly et Carlito, un certain nombre d'intervenants ont mis la main sur le cœur et ont pris une pause d'une radicale indignation, ce qui est peut-être justifié. Moi, contrairement à Richard, je ne l'ai pas vu. Mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit justifié par les arguments que j'ai entendus, ou alors ce sont des arguments qui sont proférés par des gens qui ont complètement oublié le coup de François Mitterrand, précisément avec Yves Mourouzi, et je m'assieds sur la table et branché, câblé, blécard, etc., etc. Donc, peut-être faut-il un peu alléger la charge. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi je voudrais recommander le livre de M. Éric Bonhomme, qui est professeur honoraire de chaire supérieure, qui vient d'écrire, proposer un livre qui s'appelle « D'une monarchie à l'autre » et qui est en fait une réflexion sur 2 siècles, un peu plus de 2 siècles de système institutionnel français. Alors j'ai une première raison pour dire du bien de ce livre, c'est qu'il me l'a envoyé, et il me l'a envoyé avec le mot « C'est en remerciement pour l'intérêt que je prends à écouter chaque semaine le nouvel esprit public que je vous l'envoie. » Donc Philippe, je voulais vous le dire, voilà un ami. Et un ami, il arrive qu'on soit autorisé à dire du bien des amis.
Je regrette d'ailleurs de ne pas avoir dit moi-même fait la brève de Nicole, parce que ce sont des amis très proches, Elie Cohen et Robert, ce sont des amis très proches, et ils vont me reprocher de ne pas l'avoir fait moi-même. Enfin, nous allons prochainement publier la liste de nos amis en plusieurs tomes. Alors, j'avoue mes amis, comme on fait quand on a des intérêts pour éviter d'être conflictés. Mais ce livre est très bien. C'est vraiment le livre des profs comme on aimait les avoir, comme vous avez eu Michel Vinocq ou des gens comme ça, des profs qui vous expliquent quelque chose de très important. Là, la thèse, elle est très bien décrite, très bien analysée, très nuancée. C'est qu'il y a l'immensité du logiciel monarchique français, de la monarchie absolue, qui plane sur la tradition républicaine et qui est géré plus ou moins bien à travers les siècles et qui, pour finir, est concilié d'une façon très particulière par le général de Gaulle en 1958. Alors je trouve que c'est très bien fait, on apprend plein de choses. Vos enfants et vos petits-enfants, pour les plus vieux d'entre vous, doivent lire ça s'ils veulent comprendre quelque chose à l'histoire de leur pays. Je crois que c'est vraiment très important d'avoir cette vision générale. Je suis en désaccord, il le dit dans le mot qui ne serait peut-être pas tout à fait d'accord, je trouve qu'il est trop sceptique à la fin sur les possibilités d'améliorer le système. En somme, il doit me reprocher plus ou moins d'être pour la proportionnelle. Mais je lui pardonne bien volontiers. Jean-Louis Bourlange, cette grandeur d'âme vous honore. Et merci à vous tous. Merci aussi à Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, à Benoît Carré, qui en assure le compte-rendu analytique, autrement dit le compendium, à Nicolas Tourneau, qui veille à notre site, à Olivier Magloire, qui s'occupe de nos plateformes de financement, à Julien Neuville et à Nouvelles Écoutes qui nous produisent et au studio Pénilène où nous enregistrons cette émission. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un Nouvel Esprit Public et le 13 juin, le dimanche 13 juin, à l'école alsacienne, après vous être dûment inscrit pour une émission en public et en direct.